Bienvenue au webinaire Green Deal Operational Consequences for Investment Professionals. Avant de débuter, voici un récap des prochains webinaires CFA Society France. Le 30 juin, nous avons le plaisir de partager avec vous une séance d'information sur la nouvelle certification ESG Investing. Le 2 juillet, un événement IFRS. Et enfin, le 7 juillet, un événement sur les soft skills qui sera prochainement diffusé. N'oubliez pas, vous pouvez tous voir nos webinaires en replay, accessibles directement depuis notre chaîne YouTube. Nous allons maintenant débuter le webinaire. Bernard, Advocacy Managing Director, va prendre la main. C'est un grand plaisir, effectivement, que nous avons aujourd'hui l'occasion de discuter du sujet du Green Deal. Et pour ce faire, nous avons donc deux conférenciers, deux experts de longue date sur ces différents sujets et surtout deux experts ayant des points de vue qui sont fort probablement différents. Alors, je commence d'abord par présenter Stéphane Janin. Stéphane Janin est actuellement en charge du Global Regulatory Development chez AXA Investment Manager, donc à la fois au niveau interne global, au niveau mondial. Auparavant, il était en charge des affaires internationales à l'AFG. Il a avant ça travaillé à l'AMF en tant que responsable de la surveillance des marchés. Au niveau européen, il est actuellement membre du board de l'Association européenne des sociétés de gestion, donc les FAMA. Il a été pendant plusieurs années, de 2000 à 2004, expert détaché auprès de la Commission européenne, et en particulier en charge des dossiers autour de OPCVM, hedge fund et la directive d'abus de marché. Et enfin, pour mémoire, il est diplômé de Sciences Po Paris. Stéphane est basé à Paris, contrairement à notre deuxième intervenant, Thierry Philippona, qui lui est basé à Bruxelles. Il est responsable de la recherche et de l'advocacy de Finance Watch. Finance Watch est une ONG basée à Bruxelles et créée en 2011. Thierry Philippona était d'ailleurs l'un des membres fondateurs et il a pendant 3 ans exercé la fonction de secrétaire général. Avant cela, depuis 1985, il a exercé dans plusieurs activités, dans plusieurs institutions financières, chez Exane, UBS, BNP Paribas. Et ensuite, il a été en charge de l'activité dérivée action globale pour Euronext. Après ses activités chez Finance Watch entre 2011 et 2014, il a été président du FIR, le Forum pour l'investissement responsable en France, puis directeur de l'Institut Freeland. Il est actuellement également membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers et, last but not least, il est également celui qui a créé et préside la Commission Climat et Finances durables de l'Autorité des marchés financiers. Il est également membre de la Commission des sanctions de la CPR. Thierry est diplômé également de Sciences Po Paris. Merci à tous les deux de se joindre à nous pour ce webinaire. Nous allons donc consacrer 45 minutes d'échange sur un certain nombre de questions que je vais vous poser. Et ensuite, nous répondrons aux questions des participants que recevra Marie-Alix. Alors, la première question pour tous les deux, et je commence par Stéphane Janin. La première question portera sur le projet d'agenda que représente le Green Deal. C'est un changement important pour nos sociétés. Est-ce qu'il est perçu de manière similaire dans les différentes zones du monde, entre l'Europe, les États-Unis, l'Asie et en particulier également la Chine? Stéphane Janin. Oui, alors d'abord, bonjour à tout le monde, évidemment. Merci beaucoup, Bernard, aussi, pour modérer ce débat et merci aussi, Effet, pour m'avoir invité à y participer. Alors, pour cette première question, je pense que c'est une question vraiment importante parce que très souvent, on présente depuis l'Europe comme étant leader dans beaucoup de domaines et notamment en matière de finances durables. Il y a eu un plan d'action qui a été lancé par l'ancienne Commission européenne en 2018, Sustainable Finance Action Plan,
Maintenant, on a le Green Deal que la Commission européenne met comme étant clairement son premier sujet, en tout cas pré-crise Covid. C'était vraiment son premier sujet pour les 5 ans du mandat qu'elle commence. Et dans le discours, on a l'impression que l'Europe est vraiment seul leader sur le sujet. Alors, c'est partiellement vrai, partiellement faux, et d'un point de vue public ou point de vue privé. Là où c'est vrai, c'est que du point de vue public, quand on regarde vers les États-Unis, évidemment, on a une administration fédérale qui, avec l'actuel président, ne pousse pas politiquement l'agenda de la finance durable. En revanche, toujours sous l'angle public, en Asie, et on a tendance à l'oublier en Europe, on a eu pas mal d'initiatives qui ont été lancées, en particulier par la Chine, mais pas seulement, Hong Kong par exemple également, le Japon également. Et par exemple, le président chinois a lancé certaines initiatives dès 2016 sur le sujet et qui va imposer des obligations pour les émetteurs listés en Chine supérieures à celles qu'on a actuellement en Europe. Et ces obligations vont s'appliquer dès cette année. Donc, côté public, on voit bien qu'aux États-Unis, il y a sans doute un certain, entre guillemets, retard, alors qu'en Asie, en fait, ils ont été assez actifs parallèlement à l'Europe et pas derrière. Et puis, du côté privé, il faut avoir conscience du fait que les initiatives sont bien sûr publiques, mais aussi elles peuvent être privées. Aux États-Unis, là encore, mais cette fois plutôt en avance, on a par exemple le Sustainability Accounting Standard Board, le SASB, qui, d'un point de vue privé, a lancé plus qu'un début, qui a développé progressivement une normalisation de la communication extra-financière sur une base uniquement privée, certes, mais extrêmement avancée au jour d'aujourd'hui. Tout ça pour dire que l'Europe peut se targuer d'être effectivement actif sur le sujet, mais il faut avoir conscience que soit par des initiatives publiques, soit par des initiatives privées, les autres régions du monde sont également actives sur le sujet et il faut avoir ça en tête. Merci, merci Stéphane Janin. Thierry Philippon, êtes-vous d'accord avec ce diagnostic d'ensemble que nous présente Stéphane Janin? Oui, tout à fait d'accord avec le diagnostic d'ensemble. Après ça, on peut préciser tel ou tel point ou avancer d'un cran de plus, mais le diagnostic est parfaitement pertinent. Et il est d'autant plus important que si on prend le sujet qui n'est pas la totalité du Green Deal, hein, mais le sujet agenda finance durable, qui est évidemment quelque chose de très très important, avec toute l'ambition du plan finance durable européen, on peut beaucoup d'indicateurs, hein, la finance durable, c'est pas simplement la finance climat, mais allez, on va prendre un sujet climat. Quelle que soit l'ambition de l'agenda européen, faut avoir conscience que l'Europe, c'est, je crois, 10 ou 11%, moins de 11% des émissions de CO2 de la planète. Donc, quand bien même on aurait l'agenda le plus performant et le plus performant, eh ben, si on a traité que 11% des problèmes de la planète, c'est bien, hein, il faut absolument le faire. Je fais partie des gens convaincus et qui travaillent beaucoup sur le fait de l'avancer de la façon plus efficace possible, mais on voit bien que c'est pas suffisant. Alors après ça, comme le disait parfaitement Stéphane Janin à l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont faites. La Chine a eu un rôle tout à fait précurseur sur le sujet. Le paradoxe de la Chine, c'est que c'est peut-être le pays le plus vert et le plus brun du monde, tout à la fois. Et je ne dis pas de paradoxe, parce que centrale à charbon, donc c'est très très brun, mais c'est en même temps le plus vert, parce qu'ils prennent le taureau par les cornes et ils font bouger les choses de façon très 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 significative. C'est paradoxal, c'est intéressant, mais on n'a pas le temps d'approfondir ça. Mais sur des critères de prêt bancaire, ça fait des années qu'ils ont mis en place un certain nombre de choses à ce niveau-là. Et puis sur des logiques de taxonomie, on sait qu'en Europe, on a cette taxonomie des activités durables. Les Chinois en ont également une tout à fait ambitieuse. Ce qui est intéressant juste sur ce sujet-là, c'est de voir qu'il y a eu la mise en place à la fin 2019 d'une plateforme internationale qui essaie de coordonner les efforts des différentes régions du monde sur le sujet. C'est une plateforme qui réunit l'Union européenne, mais l'Argentine, le Canada, le Chili, la Chine, l'Inde, le Kenya, le Maroc. Bon, alors c'est qu'une petite liste de pays. Enfin, la liste en termes de noms n'est pas importante, mais sans manquer de respect à qui que ce soit, quand on a la Chine, l'Inde et quelques autres sur cette liste, et puis l'Union européenne, on se dit ah tiens, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc après ça, d'une plateforme internationale de coordination à une mise en œuvre d'une coordination effective,
on sait qu'il y a beaucoup à faire, hein, mais en tout cas, la dynamique est là. Merci Thierry Philippona. Stéphane Janin, pour revenir à la dimension européenne, est-ce qu'on peut dire que la vision en Europe, c'est un choix entre une transformation ou un schéma à la Schumpeter de destruction, reconstruction? Oui, alors c'est une très bonne question. En tout cas, il est clair que l'initiative est là, la volonté européenne politique est très forte sur ce sujet, comme je le disais, hein, c'est quand même vraiment le grand sujet à moyen terme, voire à long terme de la Commission européenne, au-delà des 5 ans de son mandat. Après, effectivement, je pense qu'il va falloir gérer en parallèle les deux, c'est-à-dire à la fois la mise en place, j'allais dire, d'un nouveau cadre, qui est effectivement dans une optique presque un peu schumpeterienne, comme vous le disiez Bernard, pour mettre en place vraiment une nouvelle économie verte, entre guillemets, pour reprendre le terme du Green Deal. Mais en même temps, il va falloir gérer la transition. Parce qu'évidemment, il faut éviter comment dire, les chocs qui pourraient nuire non seulement aux entreprises européennes au jour d'aujourd'hui, mais aussi à l'ensemble de la société européenne, et notamment d'un certain nombre d'emplois qui concernent des entreprises qui historiquement ne sont plus ou n'étaient pas plutôt dans cette tendance verte. Et donc l'enjeu, ça va être aussi en parallèle d'assurer cette transformation de l'économie qui n'était pas forcément verte par nature antérieurement, vers plus de verdeur ou verdure, comme on veut, au sens où il va falloir gérer cette transition. Et typiquement, en tant qu'AXA, c'est quelque chose que je mentionne en roman en passant, et on n'est pas les seuls à en parler, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que, par exemple, le développement des transition bonds, par exemple, peut être le moyen d'inciter et de favoriser la transformation progressive de secteurs qui pouvaient historiquement être considérés comme bruns, ou en tout cas pas verts, vers plus d'investissement dans le vert. Et pour nous, c'est essentiel parce qu'en tant que groupe, on a décidé, à titre d'exemple, il y a quelques années déjà, de sortir du charbon dans nos investissements. Et il faut accompagner ceux qui historiquement étaient plutôt bruns pour passer vers le vert. Merci Stéphane Janin. Thierry Philippona, depuis Bruxelles, quelles sont, de manière assez schématique, on va dire en quelques minutes, les priorités de la Commission européenne? Alors, les priorités de la Commission européenne dans ce Green Deal, les 3 têtes de chapitre sont la neutralité climatique à horizon 2050 pour l'économie européenne. C'est pas mince. Et bien sûr, chacune de ces têtes de chapitre va se décliner en un certain nombre d'actions très précises. La deuxième chose, c'est une transition juste. C'est la prise en compte de la dimension sociale et sociétale de cette transition, parce que le sujet est très loin d'être simple et il est évidemment fondamental. S'il n'y a pas de transition juste, il n'y aura pas de transition du tout, parce qu'on a des questions sociales et politiques derrière, évidemment. Et puis, le développement d'un plan d'investissement durable au niveau de l'Union européenne. Donc vraiment, c'est ça, c'est donc neutralité climat, transition juste et plan d'investissement. Après ça se décline dans j'allais dire une multitude, c'est un petit peu excessif, mais dans de nombreuses politiques. On ne va pas nécessairement les passer toutes en revue parce que là, pour le coup, il nous faudrait un webinaire de 4 heures. Mais qui vont de la politique agricole, ce que la Commission européenne a appelé du from farm to fork, donc ces circuits de nourriture de la ferme aux consommateurs pour avoir des circuits durables et suffisamment courts, effectivement durables, stratégie biodiversité, développement de ce qui est une agriculture durable, la dimension énergétique et industrielle évidemment importante et fondamentale, le côté construction, rénovation de la construction, la mobilité. La mobilité, c'est effectivement absolument fondamental. Et puis au sein de tout ça, et c'est l'un des sujets qui nous intéresse, je pense,
Bernard, il faut me corriger si je dis des bêtises, mais particulièrement aujourd'hui, il y a la dimension finance durable. Et l'agenda finance durable de la Commission européenne est très important, puisqu'il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu un high-level expert group, comme même allait faire la Commission européenne, qui a fixé le cap, et puis un technical expert group qui en a déroulé les modalités, et qui en fait a fait un travail qui a amené à ce qu'on appelle une taxonomie. Beaucoup d'entre nous avons suivi ce sujet-là, qui a été adopté la semaine dernière par le Parlement européen, qui est fondamentalement une classification des activités que l'on peut considérer comme durables dans le cadre européen. Et c'est très important parce que c'est un langage commun. Alors le sujet, il est énorme, il est complexe, il n'est pas exempt de difficultés bien sûr, et puis oui, bien sûr, de polémiques. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec ça, mais l'entreprise est plus que louable, elle est indispensable parce que tant qu'on n'a pas une définition commune, quand on va être en Espagne, en Allemagne, en Italie, en France ou que sais-je, on ne va pas parler de la même chose. Donc, c'est absolument indispensable qu'on puisse parler de la même chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 3 niveaux de définition de ce que vous voulez dire durable. C'est une activité qui est durable aujourd'hui, ça y est, elle est durable. Une qui permet aux autres de le devenir, ce qu'on appelle dans le jargon anglais, on appelle ça les enablers. Et la troisième catégorie, ou sous-catégorie, qui est peut-être la plus intéressante, c'est les activités en transition, qui ne sont pas forcément durables aujourd'hui de la façon dont elles fonctionnent, mais qui sont en train de se transformer afin d'aller vers un monde durable. Et évidemment, si on veut avoir un impact sur le monde, sur la durabilité du monde, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. On pourrait donner des exemples très simples que j'invente de façon totalement théorique. Je n'ai même pas une société spécifique en tête. Si vous prenez un producteur de ciment ou un producteur d'acier, tout le monde sait que l'acier ou le ciment est fortement la production d'acier ou de ciment est fortement émettrice de CO2. Donc, est-ce que ça c'est durable? Non. Si je fais la photo aujourd'hui, c'est pas durable. Bon, une fois qu'on a dit ça, la question, c'est d'identifier les producteurs de ciment ou d'acier qui font les investissements industriels pour que demain, au sens de dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, après investissement industriel nécessaire réalisé, eh bien, cette production devienne fortement moins émettrice de CO2, voire, je ne suis pas ingénieur, donc je ne suis pas capable de trancher moi-même, non émettrice de CO2. Donc, cette notion de considérer comme durable quelque chose qui est en train de faire le travail est absolument fondamentale. Parce que, évidemment, le but, c'est pas simplement de dire que les panneaux solaires et les éoliennes sont durables. Très bien. Il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus. Le vrai sujet, et le plus difficile, évidemment, ça va être quoique, sur les éoliennes, il y a des débats. Mais ce n'est pas le sujet. Mais ce qui va être vraiment important, c'est de prendre notre système économique tel qu'il est et puis le faire évoluer. Et puis, il y a eu d'autres directions qui ont été prises sur tout ce qui est le monde indiciel, avec toute cette logique de benchmark. On sait que la gestion financière travaille beaucoup à partir de benchmark. C'est un sujet qui est énorme, donc on va certainement pas l'aborder ici aujourd'hui, mais en tout cas, que veut dire un benchmark durable ou low carbone, bas carbone? Et puis tout ce qui est transparence de l'information, parce que évidemment, ce sont des sujets importants. Donc il y a eu un gros travail de fait. On a les piliers qui sont en place. Et maintenant, on est en train d'aborder plein de choses autres, le côté les labels, les standards pour les obligations vertes, qui est quelque chose d'important. Et puis, la Commission européenne est en train de travailler sur une stratégie finance durable renouvelée qui a pour but d'aller plus loin, parce que je pense que tout le monde a conscience du fait que ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est indispensable, c'est très important. Mais évidemment, si on s'arrête là, on n'aura pas fait grand-chose. Alors, c'est pas dire qu'il fallait pas faire ce qu'on a fait, c'est juste, mais c'est du, comme on dit en mauvais français, c'est du work in progress. Hein, c'est le travail est en cours. Voilà un petit peu la logique générale. J'ai insisté un petit peu plus sur la partie finance durable, mais n'hésite pas à me relancer, Bernard, si tu veux qu'on approfondisse d'autres sujets. En revenant un petit peu sur la nature de ce processus et l'ampleur que représente ce processus, est-ce qu'on peut le comparer historiquement à d'autres références que nous avons connues dans l'histoire de nos civilisations?
et en particulier dans l'histoire de la finance et de l'économie industrielle depuis 2 siècles? Il y a clairement des moments où il y a des étapes dans l'histoire économique et dans l'histoire technique et industrielle. Le processus n'est pas le même, mais il est évident que la révolution industrielle a changé la façon dont nos sociétés s'organisent et fonctionnent du point de vue économique. Là, on est en train d'essayer, on est en train d'essayer de concevoir une façon de faire fonctionner notre économie qui sera radicalement différente. Donc oui, on pourrait presque comparer ça à une nouvelle révolution, alors qui elle n'est pas industrielle, c'est une révolution verte, mais qui est quelque chose effectivement extrêmement ambitieux. Et d'ailleurs, soit dit en passant, quand on met ça en perspective, vu l'ampleur de ce dont on parle, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des difficultés et que ça se fasse en 2 jours. Hein. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a la réalisation, mais très, très, très fondamentale, que le monde dans lequel on vit, tel qu'il est organisé aujourd'hui, n'est pas durable. Il n'y a aucun souci de polémique dans ce que je dis. C'est le GIEC qui nous dit que le monde est sur un chemin de réchauffement climatique compris entre 3,7 et 4,8 degrés à la fin du siècle. La fin du siècle, c'est demain matin. Or, on sait qu'après 1,5 degré, 2 degrés, on ne sait pas faire. Tiens, Henri de Castres nous disait en 2015, je crois, qu'il ne savait pas assurer un monde à plus 3 degrés. Et on a le GIEC qui nous dit on est en route vers quelque part entre 3,5 et entre 3,7 et 4,8. Ok, donc on a les scientifiques qui nous disent ça, on a le patron de l'époque d'un très grand assureur qui nous dit ça. Ok, c'est pas durable. Qu'est-ce qu'on fait? Donc oui, on a besoin de concevoir quelque chose qui est une révolution, alors oui, qui pourrait être comparable à la révolution industrielle. Il va falloir travailler autrement. Et deuxième exemple, c'est le sujet sur l'impact sur la stabilité financière. Tous les banquiers centraux du monde aujourd'hui reconnaissent que le changement climatique aura un impact majeur sur la stabilité financière. Il n'y a plus vraiment de débat sur la réalité de cette chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on réorganise notre système pour que tout le système ne s'écroule pas? On a vu avec la crise du Covid un exemple d'un problème, en l'occurrence sanitaire, on le sait, qui a des conséquences économiques et qui déstabilise, qui secoue, on va dire, très fortement le monde financier. C'est normal, parce que le monde financier, quand l'économie s'arrête ou ralentit très fortement, par construction, il y a un problème. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu à la fois la fragilité de nos sociétés, mais de toutes nos sociétés. Voilà. Et l'impact de la durabilité sur la question économique. Donc, on touche mais vraiment très, très fort du doigt le fait que ce n'est pas simplement l'impact hors économie de la chose, c'est que l'économie ne peut pas ne pas être durable. Donc, il faut la transformer. Elle n'est pas durable, mais elle ne peut pas ne pas être durable. Donc, on a une transformation radicale à faire. Donc, les chantiers sont énormes, ils sont en cours, ils ne sont pas suffisants en tant que tels. Je fais partie des gens qui ont tendance à dire qu'il faut aller plus vite, plus loin, plus fort parce que le temps est compté. La planète a un budget carbone de 10 à 15 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que dans 15 ans, on aura épuisé le budget carbone. Concrètement, ça voudra dire qu'on sera au-delà de la tendance de réchauffement en dessous de 2 degrés. Donc, 15 ans, c'est très, très, très court. Donc, il faut aller vite. Stéphane Janin, si je reviens sur des aspects de dimension réglementaire, de communication financière et de marché financier qui sont aussi au centre du Green Deal, quelles seraient les clés de la réussite ou de l'échec d'une articulation entre le secteur privé et le secteur public? Et puis, comment mobiliser le secteur privé? Et enfin, est-ce que le processus de mise en norme entre les États-Unis et l'Europe diffère-t-il sur ces différents aspects et en quoi ça peut impacter les professionnels de l'investissement que nous sommes? Oui, alors merci. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, Bernard. Mais peut-être pour rebondir, pour faire de la transition sans jeu de mots,
avec ce que disait Thierry il y a quelques minutes. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut aller sans doute plus vite, plus loin et plus haut, mais tout le challenge, ça va être de s'assurer que ce qui est devenu prioritaire politiquement soit, comment dire, opérationnel matériellement. Et la difficulté, elle va être là, parce que le fait est que, je reviens là au périmètre de la finance durable en tant que telle, hein. Les intentions sont parfaitement louables et nous-mêmes, enfin, en tant que groupe, c'est vrai qu'on a même beaucoup poussé pour le plan d'action de 2018. Donc, l'objectif est parfaitement louable. La difficulté, ça va être de traiter un sujet qui, jusqu'à présent, dans le domaine de la finance, était quand même très limité à des spécialistes, que ce soit dans les maisons privées et aussi chez les régulateurs. Et ce qu'il faut avoir en tête, et je pense à nos auditeurs, si on peut dire, les membres du CFA qui regardent ce débat, c'est que demain, et très vite, en Europe en particulier, eh bien, la finance durable va être structurante dans toutes les dimensions, par exemple, des sociétés de gestion. Je ne parlerai là que des sociétés de gestion, parce que je suis dans une société de gestion. Et donc, il va y avoir un aspect englobant, mais du fait de cet enjeu englobant dans toutes les dimensions d'une société de gestion, eh bien, il va bien falloir s'assurer que tout l'effectif d'une société de gestion est suffisamment, comment dire, formé et intègre dans son mindset, mais dans ses skills également, la dimension, entre guillemets, durable, et même enjeu du côté des régulateurs, et même enjeu du côté des législateurs ou de l'exécutif, au niveau européen. Donc, je pense que ça, c'est vraiment l'enjeu majeur et qui va être un défi à relever, parce que c'est très bien d'avoir la volonté d'aller plus vite, plus loin, plus haut, mais il faut le faire de manière, comment dire, réaliste et opérationnelle. Ça, c'était quand même un petit complément par rapport à ce que disait Thierry tout à l'heure. En tout cas, un point de vigilance, j'allais dire. Et pour avancer, effectivement. Pour revenir à la question de la communication financière, enfin, pour les données extra-financières, c'est un enjeu typiquement qui illustre un petit peu ce que je viens de dire. Dans le plan d'action de la Commission européenne de 2018, toutes les mailles de la chaîne de valeur financière ont été, à juste titre, capturées par le plan d'action. Sauf que du côté des émetteurs, qui sont au début de la chaîne de valeur, hein, du côté des émetteurs, on était resté, au niveau de la Commission européenne était restée sur une dimension qui n'était pas exhaustive ni forcément contraignante du côté des émetteurs en termes de communication et de standardisation de leurs données extra-financières. Et si en aval, les sociétés de gestion, les assureurs ou d'autres investisseurs veulent eux-mêmes rentrer intrinsèquement et à 100% dans la finance durable, il faut qu'en amont, typiquement, il y ait également une obligation au niveau des émetteurs qui permettent aux investisseurs d'assurer au mieux leur objectif d'investir dans des investissements durables et qui vont devenir demain 100% des investissements des acteurs et des investisseurs. Donc, tout ça pour dire que l'enjeu de la communication extra-financière des émetteurs effectivement est clé. Là-dessus, la Commission européenne n'avait pas forcément intégré dès 2018 le caractère nécessairement contraignant que ça devait engendrer. Maintenant, avec la révision de la directive européenne Non-Financial Reporting Directive, NFRD, on va aller vers une approche plus contraignante, plus normalisée et plus exhaustive vis-à-vis des émetteurs, et ça paraît d'ailleurs logique. De ce point de vue-là, ce qui est très intéressant, c'est que donc en Europe, il y a eu un léger train de retard sur cet aspect du plan d'action. Et à contrario, ce que je disais tout à l'heure en passant, c'est qu'aux États-Unis, les acteurs privés, pour le coup, ont été plutôt en avance pour essayer de normaliser cette communication extra-financière au niveau des États-Unis. En Europe, on a eu le cas de la loi française avec l'article 173, mais ça n'était pas au niveau européen, alors qu'aux États-Unis, en fait, on a eu des initiatives qui, cette fois, étaient privées pour essayer de normaliser la communication extra-financière des émetteurs américains, alors même qu'au niveau politique, il n'y avait pas d'obligation et de volonté d'aller dans ce sens-là, forcément. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense que ça répond à la question. On va peut-être maintenant revenir un petit peu aux conséquences et aux incidences concrètes pour les gérants de portefeuille et les analystes financiers de ces changements dans la communication extra-financière. Thierry Philippona, vous voulez commencer? Et puis ensuite, je donnerai la parole à Stéphane. Oui, bien volontiers, bien volontiers.
Alors, je réponds à la réponse de Stéphane sur ce que je disais. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on voit fleurir, je pense que c'est le mot, plein d'initiatives, de commissions, de comités consultatifs, de groupes d'experts qui conseillent. Ça existe au niveau européen, ça existe au niveau français. Bernard, tu as évoqué une commission que je préside à l'AMF. C'est exactement le but de ces organismes, c'est-à-dire de mettre autour de la table les praticiens, les gens qui font, émetteurs, investisseurs, sociétés civiles, experts. Pourquoi ? Parce que, ce que disait Stéphane Janin, si on n'est pas ancré aussi dans la réalité, on peut raconter des choses qui vont pas accrocher, qui vont pas faire. Alors après ça, évidemment, la difficulté, c'est d'accrocher tout en ayant de l'ambition. Et il y a toujours ces deux tensions, mais qui sont extrêmement naturelles, elles sont sans surprise. Entre voilà, le monde est ce qu'il est aujourd'hui, tu veux le faire bouger, il faut rester accroché à la faisabilité. Donc oui, c'est un challenge énorme, c'est pas gagné, mais si on voit, on peut se dire tiens, pourquoi est-ce qu'il y a tous ces groupes qui se constituent ici et là, chez les régulateurs, etc. C'est précisément pour ça. Alors après ça, sur les questions de reporting extra-financier, d'impact pour les investisseurs, etc., il y a une chose qui est très importante à voir, c'est qu'il y a deux conceptions du monde en matière de reporting extra-financier. Il y a une conception du monde dite en simple matérialité, qui consiste à regarder l'impact de l'environnement, au sens général du terme, pas au sens green écologique, mais de l'environnement socio-économique, le cas échéant environnemental stricto sensu de l'entreprise, sur les comptes de l'entreprise. Voilà, sur ses résultats financiers. C'est fondamental. Ça, c'est la logique TCFD, c'est la logique, Stéphane en a parlé plusieurs fois, SASB. Effectivement, dans le contexte américain, c'est l'initiative privée qui va de l'avant. Il y a une deuxième conception, entre guillemets, du monde, en tout cas de ce monde-là, qui est dite en double matérialité, qui intègre ce que je viens de décrire, la simple matérialité, donc le outside in, l'impact de l'extérieur sur l'entreprise elle-même, mais intègre également, en plus, l'impact de l'entreprise sur l'extérieur, le inside out. Et ça, c'est vraiment la conception européenne. Après ça, tout n'est pas gravé dans le marbre parce que la directive NFRD de 2014, qui n'était pas obligatoire, n'en parlait même pas. Il y a eu des lignes directrices en 2017 qui commençaient à en parler, mais c'était pas très clair. Il y a eu celle de 2019 sur le climat qui, là, ont commencé à le dire clairement. On va voir la nouvelle directive NFRD, qui sera peut-être un règlement d'ailleurs, c'est pas un des débats, si elle nous grave dans le marbre cette question-là. Mais c'est très important parce que, certes, et là, Bernard, tu vas avoir un sujet de satisfaction. J'ai peut-être un petit désaccord avec Stéphane. Quand il dit les Américains sont en avance sur les Européens, je suis pas convaincu. Ils font ça à l'américaine, c'est-à-dire il y a l'initiative privée qui y va. Voilà, on est dans le bottom-up, j'y vais, et puis on déroule de façon très, très, très professionnelle. C'est des pros, il n'y a aucun doute sur le sujet. Et puis on essaie d'imposer ces standards, ces normes. Et il y a des alliances objectives, SASB, Bloomberg, dans une logique TCFD, BlackRock qui pousse tout ça, qui écrit au CEO de la planète entière, parce que quand on est BlackRock, on est investi dans tous les CEO, dans toutes les boîtes cotées du monde. Voilà, en leur disant SASB, c'est formidable. Bon, mais on voit bien que ça, c'est l'initiative privée qui essaye de devenir un standard, mais on voit aussi que le standard qu'on impose, qu'on essaye d'imposer, c'est le outside in, c'est l'impact de toutes ces questions de durabilité sur les comptes de l'entreprise, que personne ne conteste, personne de raisonnable pourrait dire c'est pas un sujet. Les Européens, avec leur double matérialité, donc on va dans les deux sens. D'abord compris, on a fait un sacré travail, je l'ai évoqué tout à l'heure, à peu près concomitant sur les sujets reporting. Alors après ça, on est d'accord que NFRD, pour le moment, dans la version actuelle, avant qu'elle soit révisée, c'est pas contraignant, donc ça va pas très loin. Mais d'abord, c'est une logique top-down, c'est-à-dire qu'on est en Europe, donc on aime bien que la puissance publique nous dise il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà, donc l'impulsion, c'est important de comprendre les impulsions politiques est différente. Mais la deuxième chose, c'est que les Européens disent attention, votre impact à vous, entreprise, sur le monde est tout aussi important
que l'impact du monde sur l'entreprise. Et évidemment, de cette définition, on pourrait se dire, tiens, c'est un peu un débat sur le sexe des anges, mais pas du tout. Parce que, évidemment, selon qu'on tranche dans un sens ou dans l'autre, eh bien, l'information très, très concrète que l'on va demander aux entreprises ne sera pas la même. Évidemment que ça ne sera pas la même. Donc, c'est tout sauf trivial. Et puis, au passage, évidemment, on est dans le monde réel, c'est-à-dire des êtres humains qui essaient d'imposer leur vision du monde. Et il y a clairement une lutte quasiment géostratégique entre deux visions du monde, parce que qui impose ces normes a une influence sur le monde. Alors, le mot imposer est excessif, mais enfin, qui a des normes plus prégnantes aura plus d'influence. Donc, il y a tout ça dans le débat. Après ça, je ne suis pas sûr que le sujet soit de savoir si les États-Unis ou l'Europe sont plus en avance. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la dynamique, tant institutionnelle que par le contenu, par la substance de ce qui est demandé, est vraiment très différente. Merci Thierry. Stéphane Janin, sur les conséquences donc, en termes de communication extra-financière pour les gérants de portefeuille, les analystes, un point de vue complémentaire, différent ou convergent? Alors, je vais moi-même répondre à Thierry, mais extrêmement brièvement. Il n'y a pas de désaccord. Non, enfin, ou alors j'étais peut-être pas clair. Je n'ai pas dit que les États-Unis étaient en avance par rapport à l'Europe. Ce que je voulais dire, c'est que les initiatives privées américaines étaient historiquement en avance et ou plus élaborées que les initiatives européennes du côté du privé. Et ça rejoint la question de la culture et de l'approche bottom-up américaine qu'a évoqué à juste titre Thierry, puisque à contrario, l'Europe, on a l'habitude que les choses viennent d'en haut, d'un point de vue public, vis-à-vis du privé. Donc, effectivement, on a deux approches qui sont structurellement différentes parce que culturellement différentes, sans oublier, une fois encore, l'Asie, où là, on a des régimes politiques, par exemple en Chine, qui font que c'est le politique qui mène le sujet, qu'il ne faut pas oublier une fois encore sur ce sujet, avec les initiatives chinoises qui sont anciennes maintenant relativement par rapport à l'Europe, en tout cas qui étaient plus précurseuses. Et voilà, donc c'est plutôt une question, enfin, je suis d'accord avec Thierry, mais je n'ai pas dit que les États-Unis sont en avance, tout dépend si on prend en compte le privé ou le public. Par rapport à la dimension extra-financière, la communication extra-financière et les conséquences pour les gérants de portefeuille, parce que ça peut concerner un certain nombre de personnes qui nous regardent lors de cette intervention. Il faut avoir conscience qu'effectivement, on a parlé, alors là c'est un peu granulaire, mais il faut quand même que vous l'ayez en tête, on a effectivement une révision de la directive qui va s'appliquer aux émetteurs, donc NFRD, et ça ne va sans doute pas rentrer en vigueur avant 2023-2024 au mieux. En revanche, il faut avoir conscience que du côté des investisseurs professionnels, en particulier les sociétés de gestion et les assureurs, on va avoir des obligations dès l'année prochaine, donc dès 2021, dès mars 2021, pour évaluer le risque de sustainability, ou de durabilité, je pense qu'on dit en français, dans chacun des investissements qu'on va devoir faire dans les mandats ou dans les fonds, la gestion collective, qu'on gère. Et non seulement il faudra communiquer à l'investisseur de manière quantitative ou qualitative le résultat, j'allais dire, de cette évaluation de risque, mais en amont, il va falloir évaluer ce risque intrinsèque de chaque investissement en termes de sustainability. Et tel que c'est rédigé dans le texte européen, je reviens quand même à ma petite nuance de tout à l'heure, il faut avoir des rédactions, comment dire, les plus claires possibles et les plus réalistes surtout possibles. Tel que c'est rédigé au jour d'aujourd'hui, on a un texte au niveau européen qui va donc s'appliquer à partir de l'année prochaine, qui n'est pas clair sur le fait qu'on pourra évaluer le risque de sustainability de manière qualitative et pas forcément quantitative. Tel que c'est rédigé, on pourrait craindre qu'il faudra valoriser en euros le risque de dévalorisation de chaque investissement qu'on va faire à travers un fonds ou à travers un mandat, actif par actif. Et tant que les émetteurs ne seront pas obligés de communiquer de manière normée ou normalisée sur leur propre risque de sustainability, nous ne voyons pas collectivement, enfin chez nous, AXA IM, mais collectivement au niveau des sociétés de gestion, comment nous pourrions nous-mêmes valoriser en euros un risque de sustainability sur chaque investissement tant que les émetteurs ne nous communiquent pas de manière normée et de manière comment dire, obligatoire ce risque.
Voilà, donc c'était aussi un point de vigilance vis-à-vis de votre auditoire ou votre public. Il faut avoir conscience que ces projets qui sont de moyen et long terme vont rentrer en vigueur dès l'année prochaine pour certains d'entre eux et vont structurer le mode de fonctionnement des sociétés de gestion dès l'année prochaine avec des incertitudes majeures qui subsistent pour savoir de quoi on parle et surtout comment opérationnellement on l'implémente. Et à titre d'exemple, et pour terminer avec ça, la BCE a sorti un guide vis-à-vis des banques il y a quelques semaines où la BCE elle-même reconnaît que l'évaluation actuellement du risque de sustainability n'est pas faisable d'un point de vue quantitatif tant que nous n'avons pas des informations normées, exhaustives et impératives de la part des émetteurs. Donc, c'était un point de vigilance vis-à-vis des membres du CFA France, entre autres. Merci. Ça peut me permettre d'aller vraiment dans le même sens, mais c'est important. Oui. Même avec les informations des émetteurs, c'est quantifier, mettre un chiffre là-dessus, c'est un sujet énorme, donc partons pas là-dessus, mais c'est un exercice quelque part entre extrêmement difficile et impossible, si on veut être lucide. Mais bon, il faut faire un autre webinaire rien que là-dessus. Je retiens la proposition, je le prends au mot, mais avant d'en faire un autre webinaire, on va demander à Marie-Alix s'il y a des questions, et je vois qu'il y a des questions qui ont été exprimées par les auditeurs. Marie-Alix. Merci Bernard. Effectivement, on a pas mal de questions dans le chat. Donc, je vais commencer par celle de Gabriel Ouette. Quelle gouvernance serait à même de concilier les intérêts privés et publics? Quid d'un super ministère européen de la transition énergétique? Qui répond? Ouais, Julien, j'ai presque envie de dire que ce ministère, on l'a, il s'appelle la Commission européenne. Après ça, c'est pas dire que tout est parfait à la Commission européenne, mais clairement, c'est leur mission. C'est clairement leur mission et leur façon de travailler, c'est précisément d'inclure, et ça rejoint le souci exprimé par Stéphane Janin plus tôt, d'inclure les professionnels, les gens qui font, pour pouvoir intégrer leur dimension. Donc, autrement dit, on a la puissance publique, la Commission européenne, qui travaille avec les acteurs privés pour réfléchir à la façon dont on peut faire tout ça. Il y avait ce Technical Expert Group j'y y avait parce que, bon, il se trouve que j'en fais partie et qui s'est réuni formellement pour la dernière fois la semaine dernière. Et puis, il va y avoir une nouvelle plateforme finance durable qui va être créée à la rentrée. L'appel d'offres a été lancé, l'appel à candidature, pardon, a été lancé la semaine dernière et qui va prendre le relais du Technical Expert Group. C'est exactement cette logique-là. C'est la logique de la puissance publique qui inclut les acteurs privés. Ce sont des processus qui sont longs, qui sont assez lourds, hein, parce que, par exemple, là, sur la plateforme finance durable, il y a 50 personnes. Il y a 50 personnes dans cette plateforme. Je veux dire, wow, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec 50 personnes? Ouais, mais d'un autre côté, il faut inclure. Donc, ce sont des processus lourds, mais c'est la façon dont ça se passe. Oui, et pour compléter ce que vient de dire Thierry, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Il y a un challenge supplémentaire, peut-être quand même au niveau européen, positif, mais qui est un challenge néanmoins, c'est que l'Union européenne, au jour d'aujourd'hui ou de demain, est une Union européenne à 27. Et il faut gérer, pour avoir été à une époque détaché à la Commission européenne, la difficulté des institutions européennes, c'est qu'elles sont au niveau supranational. C'est à la fois un objectif, une volonté forte et importante pour maintenir la paix en Europe, etc. Donc, c'est très positif. Mais le challenge, c'est que pour l'avoir vécu au niveau européen, de l'intérieur, le risque, c'est que les fonctionnaires européens ou même les politiques européens soient un peu déconnectés de la réalité, encore plus que les politiques nationaux. Et je suis très, très, très sincère là-dessus. Je pense qu'une administration nationale, de fait, est un peu plus proche de la réalité qu'une administration européenne. Alors, elle essaie de compenser ça avec des groupes d'experts, et c'est très louable, hein, et il faut le faire. Hein, loin de moi l'idée de critiquer cette démarche, au contraire. Mais honnêtement, c'est un challenge structurel extrêmement fort. Et quand on essaye de débroussailler un nouveau domaine positivement, hein, comme la finance durable ou le Green Deal plus largement, eh bien,
ça représente un challenge encore plus important. Typiquement, en matière financière stricto sensu, la législation financière existe dans le monde depuis très longtemps. Elle a été renforcée aux États-Unis dans les années 30 et puis elle existait en parallèle en Europe et a été renforcée au fur et à mesure des événements ou des crises, etc. Donc, dans le secteur financier, on a été sur un learning curve historique importante, étape par étape et modulation après modulation. Là, on est dans un domaine qui finalement n'a jamais encore été traité effectivement au niveau européen. C'est pour ça que la question est assez pertinente parce que des ministères verts, enfin, développement de l'environnement, il y en a depuis très longtemps en Europe, en tout cas en France, mais peut-être ailleurs aussi. Et c'était moins pris en compte par la Commission européenne. C'est plus récent au niveau de la Commission européenne. Donc, je pense qu'on va être dans une phase d'apprentissage relativement plus importante actuellement au niveau européen que ça n'a été le cas au niveau national jusqu'à présent. Donc, une fois encore, c'est très bien d'associer les acteurs du privé, mais je pense que la culture intrinsèque des fonctionnaires européens qui sont de fait un peu plus hors sol que des fonctionnaires nationaux crée un challenge supplémentaire, ce qui va être, comment dire, absorbé décennie après décennie, mais là, on est au début de l'aventure, me semble-t-il. Merci Stéphane. Marie-Alix, question suivante. Oui, une question de Nathalie. Quel est l'avantage de la 5G? Il semblerait que l'empreinte carbone de cette stratégie est énorme puisque le résultat sera que tout le monde devra changer son mobile, alors que la plus grande partie de l'empreinte carbone de la téléphonie mobile vient de la fabrication des téléphones et non de l'utilisation. Y a-t-il un point de vue consensuel de la part des analystes financiers ou des gérants? Alors, sa question, avez-vous une évaluation même approximative de l'impact des mesures proposées par la Convention sur le climat sur les acteurs financiers? Qui veut commencer? Thierry? J'ai entendu le problème, j'en avais entendu parler, mais je ne suis pas compétent pour y répondre. Je ne sais pas. Après ça, on est clairement dans un système économique général du changer toujours plus, parce que voilà, c'est un peu le paradoxe de nos systèmes. Je veux dire, l'activité vient du renouvellement en permanence et en même temps, on sait que ce renouvellement en permanence, l'exemple donné est particulièrement pertinent, n'est pas compatible avec un monde durable. Donc là, Dieu sait si je suis pas, j'insiste pas, un apôtre de la décroissance. Je pense que ça n'a aucun sens de dire ça. La croissance ou la décroissance, c'est une résultante, c'est pas un objectif. Donc, ma vue sur ce genre de sujet, c'est qu'il faut faire ce qu'il est nécessaire de faire pour avoir des sociétés qui fonctionnent harmonieusement et qui développent la prospérité qui permet aux êtres humains de vivre bien ensemble et de vivre bien tout court. Après ça, que ça a un impact croissance ou décroissance, j'ai presque envie de dire, on le constatera après si on a fait les choses dans l'ordre. Mais on est clairement là dans une logique où le toujours plus et la fuite en avant peut ne pas être compatible avec la soutenabilité et la durabilité du monde. Après ça, d'un strict point de vue technicité 5G, je n'ai pas la compétence technique. Stéphane, un commentaire là-dessus? Alors, bon, je n'ai pas plus et même sans doute encore moins de compétences techniques sur la 5G par rapport à Thierry. En revanche, mais là, ça va faire un peu café du commerce, mais je pense quand même qu'il faut espérer qu'il y ait un peu de vrai dans ce que je vais dire. C'est qu'il y a des objectifs collectifs et des comportements individuels. Et une des difficultés en matière de société durable, c'est jusqu'où est-ce que l'individu peut spontanément adhérer à une démarche responsable collective et à partir d'où son comportement individuel risque d'être mis en contradiction. Je suis sûr que parmi plein de millennials et post-millennials qui manifestent en faveur du climat, il y en a beaucoup qui ont des téléphones portables et qui vont être assez désireux de les renouveler fréquemment. J'ai entendu que dans la Convention, j'ai cru comprendre que dans la Convention en France, il y a la proposition d'interdire des terrasses chauffées à l'extérieur des cafés. Or, je ne suis pas sûr que parmi les gens qui actuellement, en tout cas en hiver, profitent des terrasses chauffées des cafés, peut-être que certains d'entre eux sont favorables à une société qui soit plus durable. Et sincèrement, je pense qu'une des difficultés qu'on va avoir dans les prochaines années et les prochaines décennies, c'est comment articuler le bien-être individuel lié à un certain égoïsme, enfin au sens propre, hein, sans jugement de valeur, avec des intérêts collectifs supérieurs
jusqu'où est-ce qu'on doit faire confiance à l'individu pour que spontanément, il adhère à cette démarche collective responsable, et à partir d'où est-ce qu'il faut imposer à l'individu certaines contraintes. Et de ce point de vue-là, ce sera une fois encore, pour venir au tout début, intéressant de voir que c'est peut-être assez terrible, mais que dans des régimes qui sont sans doute moins démocratiques que l'Europe, le risque, entre guillemets, c'est qu'ils atteignent peut-être sur certains points plus rapidement une société plus durable, en générant des contraintes chez les individus, ce qu'on ne peut pas souhaiter d'un point de vue démocratique. Mais là, je pense qu'il y a un vrai sujet de réflexion. Jusqu'où, avec l'éducation, on peut obtenir un comportement individuellement responsable qui permette de tendre vers un comportement collectif bénéfique. Merci Stéphane. Nous avons une autre question sur la nomenclature verte. Combien d'activités? Quel lien avec les émetteurs dont les groupes? Quelles contraintes réglementaires est-ce que les gérants demain matin dévoilent leur pourcentage d'activités vertes ou en transition? Dès lors qu'on a cette nomenclature, il n'y a plus de raison d'avoir des activités brunes. Correct. Je vais peut-être répondre en premier ou… Vas-y, vas-y. Ok. Le sujet est énorme de toute façon. Donc, voilà. Pour reprendre la fin de la question posée, je pense que c'est assez vrai. Je pense, en tout cas en Europe, et peut-être dans d'autres régions du monde, on va tendre, in fine, vers, comment dire, de l'investissement, alors après tout dépend de ce qu'on appelle vert, mais de l'investissement plus durable, ou même durable défini au niveau européen, sur 100% de l'activité des gérants. Je pense que c'est de la tendance, ça va être la tendance pour les années qui viennent. Et là encore, il faut que les gérants en aient conscience. C'est une tendance. Alors, certains acteurs comme nous l'avons quand même assez fortement demandé et soutenu. D'autres peut-être moins, a fortiori en dehors d'Europe. Certains acteurs, notamment nord-américains, étaient beaucoup moins avancés là-dessus, communiquent beaucoup dessus, mais à mon avis, sont beaucoup moins avancés que beaucoup d'acteurs européens. Je pense que voilà, on va dire, les investisseurs, les gérants en particulier, vont tendre sans doute vers du 100% durable, alors vers, je ne sais pas, mais en tout cas durable. Et justement, un des objectifs de la Commission qu'on n'a pas évoqué, c'était d'éviter le greenwashing. Voilà, pour vraiment parler de vraie gestion ou vrai investissement vert. Donc, de ce point de vue-là, il y a une carte à jouer pour l'Europe. Mais il faut avoir, d'un point de vue aussi compétitif, hein, pas simplement en termes de contraintes, mais en termes de compétitivité, c'est un enjeu formidable pour la gestion européenne. Donc, il faut absolument, à mon avis, s'engouffrer là-dedans de manière raisonnable, en s'assurant de bien dialoguer avec les acteurs publics pour s'assurer que ce qui est proposé est réaliste et réalisable, mais à cette réserve près d'opérabilité et de réalisme, je pense que l'Europe a vraiment une carte très positive à jouer au niveau international. Et typiquement, en tant que société de gestion, nous avons beaucoup d'investisseurs institutionnels non européens qui sont très désireux d'aller dans ce sens-là sur l'ensemble de leur mandat. Un commentaire, Thierry? Non, on pourrait bien sûr aller plus loin dans l'analyse de la classification, mais franchement, ce qui vient d'être dit me va très bien. Si je peux préciser, bonjour, excusez-moi, je prends la parole, c'est plus rapide. Merci Frédéric. Je peux préciser ma question parce que je n'ai pas regardé ça de près récemment. Alors, je comprends qu'il y a une nomenclature donc, qui dit que telle activité va être durable, non durable ou en transition. Et que donc, sur l'ensemble des activités européennes, on va avoir X% des activités durables ou en transition. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si ce pourcentage est… Enfin, je ne sais pas si on a moyen de le connaître ou pas. Et que donc, dès lors qu'il y a cette nomenclature, qu'est-ce qui pourrait justifier? Parce qu'une activité, soit elle est durable dès le départ ou en transition, mais si elle n'est ni durable ni en transition, c'est plus gênant là. Tu peux réagir, Bernard? Vas-y Stéphane, vas-y. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, sur réserve de l'avis de Thierry, mais ce qui est sûr, c'est que la démarche de la Commission, de toute façon, a été de considérer
considéré que les investisseurs professionnels devaient être, comment dire, le moyen d'atteindre un objectif sociétal en quelque sorte. Et donc, à travers cette démarche qui vient d'être évoquée, l'idée, c'est de tendre, à travers cette nomenclature, vers une orientation des investissements dans ce champ considéré. Donc, ça ne va pas être forcément une contrainte directe du côté des acteurs émetteurs, mais une contrainte indirecte à travers l'action des investisseurs professionnels, sociétés de gestion, assureurs ou autres, fonds de pension ou fonds de souverain européens, etc. Donc, en fait, c'est ça l'intérêt de la nomenclature, ça va être de pouvoir traiter une transition, comme ce qui a été dit, progressive en tout cas c'est l'objectif, de l'économie européenne vers plus de durabilité. Alors, le diable étant, comme d'habitude, dans les détails, une fois qu'on a dit qu'on doit développer cette nomenclature, il reste à voir si les détails de cette nomenclature seront, une fois encore, pertinents et réalistes. Tout le challenge va être là, comme d'habitude, au niveau européen, entre autres. Voilà, donc il reste bien sûr, une fois encore, ce challenge-là à atteindre, mais la démarche est pertinente par rapport aux investisseurs d'un côté et aux émetteurs de l'autre, me semble-t-il. Un dernier mot, Thierry, parce que je sais qu'on va bientôt clôturer notre session. Le raisonnement qui consiste à dire que à partir de cette nomenclature, soit une activité verte aujourd'hui, soit en transition, et c'est pas l'une ou l'autre, de facto c'est brun, me semble un raisonnement qui est important. D'ailleurs, des débats sur faut-il une taxonomie brune. Peut-être que je raisonne mal, mais j'ai tendance à penser qu'à partir du moment où on a une en verte, on va partir d'une prémisse qu'elle est à peu près bien faite, en creux, ce qui n'est pas vert va être brun. Au sens de, enfin, brun, c'est évidemment un raccourci, mais non durable. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et ce qui va être intéressant, ça va être de voir que voilà, c'est une nomenclature d'activités, c'est très important, c'est pas des entreprises, c'est des activités. Et après ça, les fonds européens seront incités, c'est pas une obligation, à donner le pourcentage de compatibilité avec la taxonomie qui est le leur. Donc le fonds pourra dire je suis à 33% compatible avec la taxonomie ou je suis à 65% compatible. Ce qui a pour vocation d'arriver au phénomène qu'expliquait Stéphane à l'instant. Parfait, merci. Merci à tous. Je vais laisser la parole à Marie-Alix maintenant pour clôturer. Merci Bernard. Un grand merci à tout le monde de s'être connecté. Un grand merci à Stéphane et à Thierry également pour ce webinaire et on avait énormément de questions. N'hésitez pas à les envoyer à l'adresse advocacy@cfafrance.org si vous souhaitez nous les transmettre. Et je vous souhaite une belle après-midi. Merci et au revoir. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci Bonne fin de aussi. journée. Au revoir, à bientôt.